Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes avocate spécialisée dans la défense des droits des personnes LGBT+, et vous avez écrit récemment PMA et GPA aux éditions Que sais-je. Alors hier a eu lieu une manifestation qui a réuni on dit environ 75 000 personnes dans les rues de Paris contre certaines dispositions du projet de loi de bioéthique, notamment celle qui ouvre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. On va y revenir, mais d'abord un petit mot sur la GPA, la gestation pour autrui, parce qu'elle s'est invitée dans le débat sur la PMA la semaine dernière, d'abord par un vote à l'Assemblée nationale dans le projet de loi bioéthique qui permet la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l'étranger par GPA, mais aussi par un arrêt de la Cour de cassation qui a donné raison à un couple qui avait pratiqué la GPA il y a 19 ans en Californie. Ça va dans le bon sens pour vous, tout ça ? Alors, la problématique de la GPA, c'est que, premièrement, la GPA, elle est interdite en France pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. C'est quoi la problématique ? C'est la question de la reconnaissance des actes de naissance des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger. Donc l'amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale, qui permet de reconnaître via une procédure particulière qu'on appelle la procédure d'exéquatur, c'est-à-dire ça consiste à reconnaître par un juge ce qui a été décidé à l'étranger, va dans le bon sens. Évidemment, pourquoi ? Parce que ça permet de sécuriser la filiation des enfants qui a été établie à l'étranger. Malheureusement, le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait un nouveau vote sur cet amendement et il n'est donc pas du tout certain que cette disposition qui permet pourtant de protéger les enfants soit maintenue dans le vote de la loi définitive de la loi. Sur l'arrêt de la Cour de cassation, c'est d'abord une grande victoire pour les époux Menson qui ont mené ce combat depuis 19 ans. Enfin, Madame Menson est reconnue officiellement comme étant la mère, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, la Cour de cassation a limité d'une certaine façon la transcription complète de l'acte de naissance, puisqu'elle a choisi de dire que dans ce cas particulier des Menson, en raison du temps qui s'est écoulé, elle acceptait la transcription totale. Néanmoins, malgré ce bémol de la Cour de cassation, je pense que l'arrêt est très important parce qu'il est le résultat d'une évolution de la Cour de cassation. En 2011, la Cour de cassation dit non à la reconnaissance au nom de l'interdiction de la GPA. En 2013, elle dit non à la reconnaissance des actes de naissance en raison de ce qu'elle appelle une fraude à la loi. Et puis ensuite, il y a une condamnation de la CEDH en 2014 qui va aboutir à ce que la Cour de cassation modifie sa position en 2015 en admettant la transcription de l'acte de naissance étranger s'il est conforme à une certaine disposition du Code civil. Et puis en 2017, elle va faire un pas supplémentaire. Elle va accepter la transcription uniquement à l'égard du père, pas de la mère. Et là, elle vient encore de faire un pas supplémentaire puisqu'elle accepte la transcription à l'égard du père et de la mère. Même si elle dit, c'est parce que dans ce cas-là, il y a un temps considérable qui s'est écoulé et qu'on ne peut pas imposer à la famille Menson de faire une adoption. Néanmoins, je pense que pour d'autres familles, cette jurisprudence va pouvoir s'appliquer. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un premier pas vers une reconnaissance de la GPA? Je parle notamment du vote à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un premier pas vers une reconnaissance de la légalisation de la GPA sur le territoire français. Pourquoi ? D'abord parce que le gouvernement a dit très clairement qu'il n'allait pas légaliser la GPA. Donc la GPA, si vous la faites en France, c'est toujours interdit, que vous soyez hétéro ou que vous soyez homo. Vous êtes toujours obligé d'aller à l'étranger. Et voilà. Sur la PMA maintenant, alors on a vu finalement assez peu de gens se mobiliser hier, donc c'est vrai que les images étaient assez impressionnantes et assez fouleuses, mais il n'y en a eu que 75 000 alors qu'on parlait de plus de 300 000 en 2013 contre le mariage pour tous. Quand on voit les sondages aussi où les Français sont très favorables, sont majoritairement favorables à la PMA, l'avis aussi du gouvernement, est-ce que vous ne dites pas finalement que la partie est d'ores et déjà gagnée et que cette manifestation hier de la Manif pour tous ne servait à rien ?
Alors c'est en quelque sorte le champ du cygne, parce qu'effectivement, politiquement, les progressistes ont gagné. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une volonté politique de présenter ce projet de loi qui ouvre la PMA à toutes les femmes, que ce projet de loi va être adopté. Ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de personnes qui étaient hier dans la rue qui vont changer la donne, et ce d'autant plus que vous l'avez souligné, c'est beaucoup moins important qu'en 2013, et donc en réalité c'est un échec de la Manif pour tous qui politiquement est en minorité sur cette question. Quand on entend certains et certaines en fait lors de ces manifestations, mais aussi dans le débat parlementaire sur la question de la PMA, est-ce que vous vous dites qu'un débat serein sur cette question est possible? Est-ce que vous arrivez à entendre en fait les arguments qui sont des gens qui sont contre la PMA? Écoutez, au fond, moi j'ai du mal finalement à les entendre, parce que cela fait 20 ans que ces gens-là nous servent exactement les mêmes arguments qui sont tirés au fond à la fois de la nature et qui montrent que ce sont des personnes qui sont dans le déni de la réalité, parce qu'aujourd'hui en France, la PMA est une réalité pour des milliers de familles de lesbiennes qui certes ne pratiquent pas la PMA en France, mais qui vont à l'étranger, qui ont déjà donc des enfants par PMA. La question est uniquement de savoir comment rendre accessibles ces techniques médicales qui sont aujourd'hui réservées uniquement aux couples hétérosexuels et qui ne sont pas soignés par ces techniques, comment les rendre accessibles à des couples de femmes ou à des femmes célibataires, et de l'encadrer par la loi, sachant que la France est très en retard par rapport à l'Europe. En Europe, il y a 14 pays qui permettent déjà la PMA aux couples de femmes et 26 qui la permettent aux femmes célibataires. Donc, ces gens-là sont dans des combats, premièrement un combat qui est un combat d'arrière-garde, ils sont dans le déni de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont de telles convictions qui sont beaucoup plus liées à leurs croyances qu'à une analyse objective de ce qui se passe dans la réalité de la société française, qu'ils en viennent à affirmer des choses qui sont totalement fausses en réalité. Mais donc du coup, vous niez totalement le débat démocratique qui pourrait y avoir sur... Non, je ne nie absolument pas le débat démocratique qui pourrait y avoir. D'ailleurs, il faut leur laisser la parole. Non, mais c'est pas qu'il faut leur laisser la parole. La parole, ils la prennent, les médias la leur donnent. Cette parole, ils l'ont sans aucun conteste possible. Et d'ailleurs, au fond, les quelques dizaines de milliers de personnes qui ont défilé hier dans la rue, ce sont les mêmes qui certainement ont essayé, entre guillemets, de faire du bourrage des contributions dans le cadre des États généraux de la bioéthique, mais ce sont des gens qui n'écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui a dit oui à la PMA pour toutes. Ils n'écoutent pas le Défenseur des droits qui a dit oui à la PMA pour toutes. Ils n'écoutent pas le comité d'éthique qui, par 2 avis en juin 2017 et en septembre 2018, a dit oui, il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Et donc, ils sont dans le déni d'une évolution de la société, parce qu'au fond, ce qu'ils rêvent, c'est de la société qui existait au Moyen-Âge. Sauf que la société française de 2019, ce n'est pas la société du Moyen-Âge. Le projet de loi de bioéthique tel qu'il se dessine aujourd'hui, avec les différents votes et les différents amendements, est-ce que vous en êtes satisfaite ? Je veux dire par rapport à la PMA post-mortem, la PMA, le refus pour les hommes transgenres de pouvoir pratiquer la PMA par exemple. Alors, il y a plusieurs points qui ne me satisfont pas. Évidemment, le fait que la PMA post-mortem ne soit pas possible me paraît être en réalité une aberration dès lors que la PMA est possible pour les femmes célibataires. C'est incohérent. La PMA pour les hommes trans, qu'elle ne soit pas accessible, me paraît aussi tout à fait inadapté. Et puis surtout, pour moi, le point le plus critiquable, c'est le fait que les enfants qui sont issus de dons ne sont pas traités de la même manière en fonction de l'orientation sexuelle de leurs parents. S'ils ont des parents hétérosexuels, eh bien, ces derniers vont pouvoir continuer à faire semblant d'être leurs parents et les enfants vont être privés d'une partie de leur histoire, ce qui ne sera pas le cas pour les enfants qui ont des parents qui sont des couples de lesbiennes, puisque eux, grâce à la reconnaissance conjointe anticipée, pourront avoir accès à leur histoire. Et là, pour moi, il y a vraiment un défaut de la loi qui est au fond le non-respect de l'intérêt de tous les enfants qui sont conçus par don, alors qu'ils sont tous placés dans la même situation de fait. En réalité, le gouvernement a choisi de continuer pour ceux qui ont des parents hétérosexuels à les maintenir dans le secret de leur histoire, ce qui n'est pas une bonne chose. Avec quels arguments ? Il n'y a pas d'argument en réalité, si ce n'est un choix politique effectué par le président Macron et par Édouard Philippe pour satisfaire une partie de son électorat qui est un électorat de droite.
Alors j'ai une dernière question, Caroline Mécari. C'est quoi la suite après la PMA? Quelle mobilisation de la gauche en fait et pour quel nouveau droit? Alors en fait, les mobilisations, elles sont multiples. Il n'y en a pas qu'une. Mais sur ces questions LGBT, il y a évidemment toujours la mobilisation contre toutes les formes d'homophobie qui peuvent se manifester dans la société, que ce soit par des actes ou par des propos. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et ça doit passer à la fois par de la répression, mais surtout, me semble-t-il, par de la prévention, c'est-à-dire vraiment un travail qui est fait au niveau des écoles. Il y a la question de l'ouverture de la PMA à ceux qui risquent d'en être exclus dans le projet de loi, c'est-à-dire à la fois les hommes trans et éventuellement la PMA post-mortem. Il y a la question des intersexes aussi, qui n'est pas réglée, ça c'est très vrai. Il y aura peut-être la question de la reconnaissance des actes de naissance des enfants qui sont nés par GPA, et pour ceux qui le voudront, eh bien, il y aura la question de la revendication, de la légalisation de la GPA en France, selon les critères de la France, selon les valeurs de la France, selon les principes que nous portons, qui sont avant toute chose la dignité de chacun et surtout et par ailleurs la liberté de consentir librement à un processus qui engage plusieurs personnes dans un projet qui est plutôt un joli projet qui consiste quand même à avoir un enfant, c'est-à-dire à participer à la perpétuation de la société tout entière. Merci beaucoup Caroline Mécari. Merci à vous.